Antoine Lassaigne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur du documentaire Sous le ciel de l'occupation. Exactement, exactement. C'est un documentaire que nous avons pu voir, que certains ont pu voir, même s'il a été diffusé à une heure tardive sur la chaîne de télévision France 3. Tout à fait. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, séance de rattrapage ce soir à la salle des fêtes de Brionne. Ah, je suis très content qu'il repasse en tout cas. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire qui est toute particulière, Antoine? Vous avez, je crois, emménagé dans la région. Moi, en fait, j'ai acheté une maison de campagne à Bray, qui est à côté de Beaumont-le-Roger, à 3-4 km. Une grosse maison. Et quand j'ai acheté la maison, on m'a dit ah, vous savez, pendant la guerre, il y avait 30 Allemands qui habitaient chez vous. Donc, j'étais assez impressionné. J'ai retrouvé d'ailleurs dans le jardin un casque, des douilles d'obus, et puis des inscriptions sur les portes. Cronenberg, je sais pas quoi, enfin des noms allemands. Et j'étais assez impressionné quand même. Et donc je me disais toujours, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ce coin-là? Il y a un truc étrange. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me renseigner. J'ai appris qu'il y avait un énorme terrain d'aviation allemand qui avait été fait pendant la guerre avec la Luftwaffe, etc. Et un jour, comme je fais beaucoup de documentaires pour la télévision, on m'a demandé de faire un film pour... on évoquait le débarquement, les commémorations, etc. Et je leur ai dit, mais attendez, on parle toujours en Normandie du débarquement ou après c'est la libération de Paris. Mais entre les deux, il n'y a rien. On ne parle pas justement de ce territoire-là, Bernay, Beaumont-le-Roger. Je trouve que c'est très dommage parce que jamais, quand on aborde la guerre, on ne parle de ce qui s'est passé à l'intérieur des terres. Et pourtant, il y a eu du mouvement. Énormément, puisque là, on parle d'un aérodrome où il y a eu jusqu'à 6000 Allemands dans la région. En effet, c'est pas rien. Hein. Göring, le maréchal Göring en personne, est venu à Beaumont-le-Roger. Enfin, je veux dire, c'était un truc très très important. Et rien, une opacité totale sur cette histoire. Donc je trouvais ça intéressant de m'y intéresser. Et pourquoi justement ce silence, d'après vous? Ah, ça c'est une bonne question. Silence pesant. Parce que tout ce qui touche la guerre, c'est toujours très délicat. Parce que c'est ou tout blanc ou tout noir. C'est un point sensible. Et c'est un point sensible. Et là, on a une zone un peu grise. Pourquoi c'est gris? C'est que il y a eu une cohabitation, si vous voulez, pendant 3 ans. Période trouble de l'histoire. Parce qu'en fait, les Allemands qui étaient là étaient très contents d'être là. Parce qu'ils évitaient le front de l'Est. Plutôt que d'être à Stalingrad, c'était beaucoup plus confortable pour eux. Les filles étaient jolies, le cidre était bon, le calva était agréable. Et vous pensez justement qu'il y a eu des amourettes, et même plus que ça, qui ont été nouées avec des jeunes filles de Beaumont? Il y a mon ami Karl Edouin qui parle, qui est un fils d'Allemand, qui le revendique. Écoutez-moi, une histoire d'amour entre ma mère et un Allemand, et je suis né de... Et il y en a eu pas mal dans la région. Il y en a qui le revendiquent, il y en a d'autres qui préfèrent ne pas le dire. Mais c'est la vie, malheureusement. On dira faites l'amour, pas la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Et les Allemands, oui, qui étaient là, donc étaient contents de ne pas être à l'aise, et pas être contents non plus de ne pas être sur le mur de l'Atlantique. Finalement, ils étaient très très bien. Ils étaient à l'abri. Ils étaient un peu à l'abri. Et puis après, c'est la vie, quoi, avec les aléas de la vie, etc. Et donc cette histoire est assez intéressante. Cette occupation, elle a commencé quand à Beaumont-le-Roger? Dès le début de la guerre, puisque la bataille de l'Atlantique, c'était des chasseurs qui étaient là, donc qui sont livrés à la bataille d'Angleterre. Et donc ça a commencé dès juin 40. Hein, les escadrilles sont arrivées. Il y avait l'escadrille Richthofen qui était l'escadrille d'élite de l'armée de la Luftwaffe qui est venue là. Et ça a été très très dur. Donc ça a duré 4 ans. C'était les premières années étaient paisibles. Ce qui n'a pas été le cas par la suite. Paisible, oui et non. Enfin, paisible, les types étaient dans leur Messerschmitt et ils avaient des missions tous les jours. Hein, bon. Et ceux qui ne se faisaient pas descendre, ils essayaient de survivre comme ils pouvaient, jusqu'en juin 43, où là il y a eu un énorme bombardement de Beaumont-le-Roger. Un des premiers? Il y en a eu d'autres? Oui, le premier a commencé le 28 juin 43, si ma mémoire est bonne, et à partir de là, il y a eu 32 bombardements sur Beaumont, qui a été... Beaumont à 75%. A subi de lourds dommages. Énorme. Alors, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Les Alliés balançaient des tonnes de bombes à 5000 mètres d'altitude.
en roulant à 400 km/h, c'était pas très précis. Donc ça tombait un peu partout et quand il voulait frapper l'aérodrome, parfois il tapait à côté. Une période difficile aussi pour les populations. Bien sûr, bien sûr. Alors la population a beaucoup souffert parce qu'il y a eu ces bombardements incessants. Ils se réfugiaient dans les caves sur le coteau de Beaumont. Il y avait des champignonnières, ça, ils se cachaient là-dedans. Il y a eu beaucoup de morts, malheureusement. Et donc, quand il y a eu la libération, évidemment, ça a été extraordinaire, quoi. C'était l'euphorie. Et d'ailleurs, je dois reconnaître, j'ai posé la question aux Normands, ils n'en voulaient pas du tout aux Alliés. Ils auraient pu leur en vouloir parce que, après tout, ils avaient détruit leur ville. Mais ils étaient tellement heureux d'être libérés que tant pis. Est-ce qu'on a des chiffres évoquant le nombre de victimes civiles? Oui. Alors ça, il faut demander à mes petits camarades historiens. J'ai pas les chiffres en tête. Bruno, qui vont il y a eu pouvoir... combien de victimes dans les bombardements à Beaumont-le-Roger? On a besoin de votre aide, Bruno. Bruno Troya, qui est un historien. Plusieurs centaines, non, j'imagine. Le 28 juin, il y a eu venez vers nous, Bruno. Il y a eu 200 Allemands, je sais, qui se sont fait. Mais de civils, on était à un petit peu plus de 300. C'est l'occasion de présenter Bruno Troya, qui est adjoint du maire de Brionne. Effectivement. Qui nous invite ce soir, qui a organisé cette belle projection et qui est historien et qui m'a beaucoup aidé dans ce film, puisqu'il fallait quand même un tissu sérieux. C'était aussi le respect d'une parole donnée, puisque voilà. nous avions organisé une projection au Neubourg, et malheureusement avec la période du Covid, juste à cette semaine, ça n'avait pas pu le faire. Et donc, ça a contrarié vos plans, évidemment. Oui. Bah oui, du coup, la projection est tombée à l'eau, et c'est dommage, quoi. Parce que ce qui est très extraordinaire, quand même, c'est que c'était il y a 75 ans, cette histoire, et c'est encore vivant. C'est encore vivant, vous avez... parce que, bon, il n'y a plus vraiment de témoins de l'époque, mais, enfin, il en reste quelques-uns, mais il y a des histoires qui se transmettent de famille en famille, de père en fils, en petit-fils, etc. Donc, il y a beaucoup de petites histoires qui il y a des documents aussi, des écrits qui restent, sans doute, non? Alors, des écrits, il n'y a pas tellement. Très peu. Non, tellement, ils ont été détruits. Je suis tombé l'autre jour sur un blog sur Harcourt, fille du boulanger ou je sais pas, qui tenait tout un blog qui racontait la guerre. Jour après jour, oui. Il y a des choses comme ça. Il tenait un journal. Des petites pépites comme ça qu'on arrive à trouver. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment de choses. Il y a quand même une ferveur, que ce soit pour les foires à tout ce qui est militaria, Deuxième Guerre mondiale. Il y a encore quand même des passionnés, des gens qui se lèvent de bonne heure. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a eu le maquis Surcouf, par exemple, qui était un maquis de résistant. Mais qui était un peu plus à l'ouest. Alors là, on en parle parce qu'il y a un phénomène historique. Mais ici, finalement, il n'y a rien eu. Non. Donc, il y a une espèce de no man's land, on ne sait pas trop. Et donc, on apprend par des petites anecdotes à droite, à gauche. Je racontais cette anecdote que je trouve extraordinaire. Quand j'ai acheté la maison, on me dit, mais chez vous, il y avait une chambre à gaz. Oh, j'étais terrorisé. C'est terrifiant, effectivement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire dans la cave, j'imaginais, ils ont fermé les gens et tout. Enfin, je trouvais ça terrifiant. Et puis, je discute avec l'ancienne propriétaire, qui est une vieille dame, qui me dit « Oui, il y avait la chambre à gaz. » Ils balançaient des gaz dans la maison et ils se livraient à des orgies. Et moi, j'habitais au 2e étage, donc je montais vite dans ma chambre, je mettais du papier dans la serrure pour que le gaz rentre pas et je me cachais. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et j'ai appris un jour que les Focke-Wulf 190 avaient un turbo et au-delà de 4000 mètres, quand ils voulaient retrouver de la puissance, ils mettaient du protoxyde d'azote. Ils avaient des bonbonnes de protoxyde d'azote pour redonner de la pêche à leur avion. Et donc, il y avait du protoxyde d'azote, ce que les gamins aujourd'hui le gaz hilarant. Le gaz hilarant. Oui. Ils en avaient à l'aérodrome, et ils devaient en ramener à la maison. Et quand ils bisutaient des nouvelles recrues, des machins, etc., qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? J'en sais rien. Ils balançaient ça dans la maison. Et c'est devenu la chambre à gaz. D'accord. Il y a des histoires incroyables. Les imaginations allaient bon train. Et bien sûr. Ouais. Alors moi, je dis, au départ, alors dans le village, c'était la chambre à gaz. Oh, terreur. Et en fait, c'était alors partie des orgies, alors, je sais pas, des bisutages, je ne sais quoi. Mystère. D'accord. Et donc, Monsieur Troyard, votre travail a été quand même assez conséquent.
Effectivement, enfin, ça a été une maîtrise d'histoire qui a été faite il y a bien une vingtaine d'années. Travail conséquent, mais je voulais rendre hommage aussi à plusieurs associations, dont notamment l'ANSA, l'association du Normand du souvenir aérien, qui m'a énormément... Qui est basée à Beaumont-le-Roger ? Oui, qui est basé à Beaumont-le-Roger. Qui a un petit musée à Beaumont-le-Roger. Il y a un petit local pour ceux qui seraient intéressés de pouvoir. Je crois que c'est ouvert le samedi, mais pas toutes les semaines. Et donc, ils m'ont donné beaucoup de photos, beaucoup de témoignages, beaucoup de documents. Ça n'a pas toujours été évident parce que ce sont des sujets où chacun garde un petit peu ses documents et ses précieuses photos. Donc l'ANSA a vraiment joué le jeu. Et je remercie ici, je voulais rendre hommage aussi à monsieur Joël Huard, qui était l'ancien président de l'ASA, qui nous a malheureusement quittés l'année dernière. Et c'était une personne qui m'a beaucoup aidé, ainsi que toute l'association, et je leur sais très reconnaissant. Ça a facilité votre travail. Effectivement. Alors, juste un mot sur l'ANSA, ce qui est formidable, c'est qu'ils vont déterrer les vestiges d'avions qu'on leur signale dans la région. Donc ils ont des morceaux d'avions, de Spitfire, de Messerschmitt, qui est exposé dans leur local. Et ils connaissent l'histoire de tous les avions qui sont là. Oui. C'est incroyable. Qui pilotait, quel jour ils se sont fait descendre, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'il y a des Allemands qui viennent régulièrement, chaque année, pour essayer, enfin peut-être moins maintenant, mais pour retrouver l'histoire qu'ils ont vécue. Plusieurs symboles à Beaumont, puisque l'ANSA a retrouvé aussi d'anciens hommes de troupe, dont notamment quelqu'un qui s'appelait Otto Apple. Donc c'était un téléradio qui adorait la photographie. Donc grâce au fait qu'on a pu le retrouver, on a eu accès à une source énorme de photos, de documents, ce qui nous permet d'être très précis dans nos descriptions, dans nos témoignages. Des photos de la vie des soldats au quotidien. Oui. Voilà, c'est ça qui est. Alors, il y a des choses très intéressantes, c'est que grâce à un autre historien qui s'appelle Frédéric Quesnel, qui est là, qui est en liaison avec un Belge qui s'appelle Éric Mombeck, qui a écrit 5 bouquins énormes avec plein de photos sur l'histoire de la deuxième, la JG2 de Richthofen, qui était cette escadrille. J'ai pu mettre la main sur 2h30 de rush amateur. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils faisaient les aviateurs? Ils étaient au pied de leur Messerschmitt, ils attendaient de partir, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'emmerdaient un peu, donc ils jouaient aux cartes, ils jouaient aux échecs, et ils avaient des petites caméras CFA, et ils filmaient. Oui. Et donc j'ai réussi à récupérer 2h30 de rush, de film amateur, tourné ici. Un précieux témoignage. Hein. Alors, précieux témoignage, mais comme toujours, quand on touche les archives, on est extrêmement excité, évidemment. Oui. Mais il se trouve que les pilotes, à l'époque, avaient ce qu'ils appelaient une mascotte. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un chien, un animal. Il y en a même un qui avait un ours, paraît-il, et qu'ils emmenaient souvent dans leur avion. Bon, peut-être pas l'ours, mais bon. À tel point que Göring, en 1943, a poussé un coup de gueule et les a interdits d'emmener les mascottes dans les avions. Donc, résultat des courses, sur mes 2h30 d'archives, les 3/4, c'est quoi? C'est des petits chiens que les gars filment. Bah oui. Oui. Petite histoire de la grande histoire. Mais j'ai quand même des jolies pépites. Des jolies choses. C'est aussi tous ces petits faits et gestes au quotidien qui, justement, agglomérés, font les grands récits. Ce sont des éclaircies dans la grisaille de l'histoire. Oui, parce qu'on ne se rend pas très bien compte de ce que... incroyable. Le jour où il y a eu ce fameux bombardement, le 28 juin 1943 sur Beaumont, il y a eu quand même plusieurs centaines de morts. Les Allemands ont eu 200 morts sur le terrain. Et le soir, ils ont fait la fête dans le parc du château, puisqu'en principe, ce bombardement était lié, parce qu'il y avait l'état-major faisait une grande fête dans le château de Beaumont, qui a disparu aujourd'hui. Et donc, les Alliés ont été informés qu'il y avait tout l'état-major allemand qui était là, donc ils ont balancé 100 tonnes de bombes. Bon, de peau s'est tombé un peu partout, sauf sur le château. Et dans le château, malgré les 200 morts qu'il y a eu sur les renvois, ils ont fait la fête toute la nuit. Course de voitures dans le parc, feux d'artifice. Est-ce que c'était une façon de nier la réalité des choses? C'est pas ça. C'est que un pilote allié faisait 50 missions. Au bout de 50 missions, il devenait formateur, il était sorti des opérations. Les Allemands ne s'arrêtaient jamais. C'est-à-dire que pourquoi ils ont des as de l'aviation, c'est que les types se faisaient 300, 400, 500 missions. Donc ceux qui ne se faisaient pas descendre
c'était effectivement Des héros. des pilotes de Formule 1. Enfin, c'était des types incroyables. Ils étaient en avance aussi, ils avaient des matériaux quand même en avance par rapport aux Alliés. Le fait aussi qu'ils faisaient pas mal la fête, c'était qu'ils ne savaient pas de quoi demain allait être fait. C'est-à-dire qu'ils savaient quand est-ce qu'ils partaient, mais ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils revenaient. Donc c'était tous les aléas de la guerre et tout. Et donc ils ne savaient pas le lendemain s'ils allaient la encore mort revenir. faisait partie de leur quotidien. Oui. D'ailleurs, les 3/4 sont morts. Hein. Effectivement. C'était comme dans les U-boats, quoi. Enfin, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les types étaient obligés de remonter dans leur avion jusqu'à ce qu'ils se fassent descendre. Donc ceux qui ne sont pas fait descendre, effectivement, c'était des stars, quoi. Il y en a eu très peu, certainement. Il y en a eu très très peu, bien sûr. Puisqu'à la fin de la guerre, j'en parle dans le film, l'Allemagne n'arrive même pas à fournir suffisamment de pilotes. Parce qu'ils se font dézinguer tout le temps, et le temps de les former, etc. Les types se faisaient descendre tout de suite, quoi. Donc ce travail, et à travers ce documentaire, c'est un devoir de mémoire. Hein. Oui, c'est tourner une page d'histoire méconnue, hein, c'est un peu ça. C'est des petites histoires dont on ne parle jamais, parce qu'on fait toujours des raccourcis. Vous voyez, la Deuxième Guerre mondiale, le débarquement, la libération de Paris, boum, boum. Dans les manuels Qu'est-ce qui se scolaires, passe c'est un peu ça. Donc, on rentre pas dans... Or, ce qui est intéressant, c'est quand on touche le tissu humain, si vous voulez, ce qui se passe un peu dans les campagnes, dans les petits villages. Comment ça s'est passé alors tout n'est pas forcément noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas... Enfin, c'est pas clair, mais c'est la vie, c'est ça surtout. il y a des petits secrets qui sont, ils sont durs à dévoiler, en fin de compte. Il y a des non-dits, il y a des non-dits. Toujours très sensible. Il y a des non-dits. L'histoire de la collaboration, c'est aussi une réalité dans le département de l'Eure. Sûrement. Alors bon, j'ai pas eu de témoignage là-dessus, mais c'est normal. C'est assez normal. Les gens sont plutôt discrets. C'est délicat. Par exemple, Monsieur Sevin, que j'ai interviewé, 104 ans, je ne sais pas s'il vit toujours. Je ne pense pas. 104 ans, qui a travaillé sur le terrain d'aviation, m'expliquait que il n'y avait pas de boulot non plus, il fallait bouffer. Et les Allemands, ils engageaient les gens et ils les payaient. Ouais. Il fallait nourrir la famille. Donc, et puis s'ils refusaient, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Voilà. Donc, alors, est-ce que c'est de la collaboration ou pas? Alors, il me disait, en fait, on essayait de saboter un peu les choses, etc. Bon, très bien, mais c'est très délicat, quoi, je veux dire. Qu'est-ce que vous auriez fait? Leur vie. Qu'est-ce que vous auriez fait? C'était bien souvent un moyen de survie, c'était alimentaire. Ah bah oui, parce que ce qu'on oublie quand même, c'est que le problème numéro 1 des Français pendant la guerre, c'est de bouffer. Ouais. Faut bouffer. Alors ici, quand même, ça va. Il y avait des fermes et tout, mais le problème aussi du chauffage, toutes les suspens des hangars ont été démontés justement à l'hiver de la libération parce que justement il y avait des grosses pénuries de chauffage et le bois a été utilisé pour chauffer. Mais quand vous dites ici ça va, c'était les Allemands réquisitionnaient tout. À l'époque, ils réquisitionnaient et ils faisaient tourner. Il y avait le mur de l'Atlantique, ils engageaient des gars pour construire le mur de l'Atlantique. Donc est-ce que les gens... Alors il y avait le STO, donc soit les gars étaient envoyés en Allemagne pour bosser dans les usines Messerschmitt, soit ils restaient sur place et ils étaient réquisitionnés pour l'organisation TOD, qui était le mur de l'Atlantique et tout ça. Et donc, ou alors être résistant là-dedans, il faut prendre le maquis, quoi. Il faut aller se cacher dans la forêt. Et puis ici, c'est plat. C'est pas comme dans le Vercors. Hein, oui, je veux dire. Oui, c'est quand même plus difficile. on arrive facilement à se faire débusquer. C'est pas très bizarre, hein. Très très bizarre. Hein. Eh bien, merci beaucoup pour cet intéressant témoignage. Et puis, voilà, Sous le ciel de l'occupation, c'est une projection qui va avoir lieu à Brionne, à la salle des fêtes, ce soir. Merci à vous deux. Merci.